Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série que j'aimerais faire à l'avenir sur la chaîne. Donc là vos retours en commentaire vont être très importants pour savoir si le format vous plaît. On va rester dans le thème du mystère, mais là on va voir uniquement des mystères concernant des femmes. Des femmes qui ont eu un destin incroyable, parfois tragique, parfois rempli de surprises. On va découvrir tout ça ensemble. Pour inaugurer ce format, j'ai décidé de vous présenter trois personnes qui ont des vies assez différentes, vous le verrez, et j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici. Comme ça, si vous souhaitez aussi d'ailleurs là-bas me suggérer des noms de personnes qui ont eu un peu ce genre de vie mystérieuse où on se pose des questions, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message là-bas et peut-être que la personne que vous m'avez suggérée sera dans la prochaine vidéo de ce format-là. Je crois avoir tout dit pour l'introduction, donc maintenant si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans la vie de ces femmes, à la vie bien mystérieuse. Le 3 décembre 1926, en Angleterre, une femme de 36 ans quitte sa maison au volant de sa voiture. Elle s'appelle Agatha Christie. À ce moment-là, elle n'est pas encore l'icône mondiale qu'elle deviendra plus tard, mais elle est déjà une romancière reconnue. Ses livres se vendent bien, son personnage d'Hercule Poirot commence à s'imposer. Son nom circule dans les journaux, les bibliothèques, les salons où l'on aime les énigmes bien construites. Agatha Christie écrit des histoires où chaque détail compte. Une porte mal fermée, une phrase prononcée trop vite, une lettre oubliée sur une table, un mensonge glissé dans une conversation ordinaire. Dans ses romans, rien n'est laissé au hasard. Le chaos finit toujours par être organisé. Le crime finit toujours par avoir une logique. Et même quand la vérité semble impossible à atteindre, il existe quelque part une explication. Et cette nuit-là, ce n'est pas un personnage qui disparaît entre les pages d'un livre. C'est elle. Quelques heures plus tard, sa voiture est retrouvée à Newlands Corner, dans le Surrey, près d'une carrière de craie. Le véhicule semble avoir quitté la route, et à l'intérieur, on retrouve plusieurs effets personnels. Mais Agatha Christie, elle, n'est plus là. Il n'y a pas de corps, pas de témoin, pas d'explication immédiate. Et très vite, l'affaire prend une ampleur considérable. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle femme, il s'agit d'une autrice de romans policiers, une femme dont le métier consiste précisément à inventer des disparitions, des fausses pistes et des vérités cachées. Alors forcément, le pays entier se met à chercher une explication. La police mobilise des moyens importants. Des volontaires participent aux recherches, les journaux s'emparent de l'histoire. On inspecte les alentours, on imagine d'abord un accident, puis un événement où elle se serait donné la mort elle-même. Ou alors un meurtre, une fuite volontaire, une mise en scène. Chaque nouvelle information devient une piste. Chaque silence devient suspect. Et plus les jours passent, plus l'affaire semble échapper à toute logique. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à la vie d'Agatha Christie à ce moment précis. En 1926, elle traverse une période très difficile. Sa mère, à laquelle elle était profondément attachée, est morte quelques mois plus tôt. Cette perte l'a bouleversée. Elle vit aussi une crise conjugale extrêmement violente. Son mari, Archibald Christie, ancien officier de l'armée de l'air, entretient une liaison avec une autre femme, Nancy Neal. Et peu avant la disparition, il lui annonce qu'il veut divorcer. Agatha Christie se retrouve donc prise entre plusieurs effondrements à la fois. Le deuil, l'humiliation, la rupture, la solitude, la pression d'une vie publique qui commence déjà à l'exposer. Ce soir du 3 décembre, après une dispute avec son mari, elle quitte la maison familiale. Sa fille Rosaline dort encore. Agatha prend la voiture et à partir de là, pendant 11 jours, plus personne ne sait officiellement où elle se trouve. 11 jours. C'est assez long pour que l'inquiétude devienne panique, pour que les journaux construisent leur propre feuilleton, pour que chaque hypothèse paraisse possible. Le détail qui trouble le plus, au départ, c'est cette voiture retrouvée abandonnée. Si Agatha Christie a eu un accident, où est-elle passée ensuite? Si elle a voulu se faire du mal, pourquoi aucun corps n'est retrouvé? Si quelqu'un l'a attaquée, pourquoi les indices ne vont-ils pas clairement dans ce sens? Et si elle est partie volontairement, pourquoi laisser derrière elle une scène aussi étrange? Très vite, son mari devient lui-même un élément central du récit public. Dans ce genre d'affaires, le conjoint est forcément observé, interrogé, commenté. Et ici, la situation conjugale alimente les soupçons. Archibald Christie a une maîtresse, il veut quitter sa femme et sa femme disparaît. Pour la presse, le scénario est presque trop évident. Mais l'histoire ne se résout pas. Les recherches continuent, les rumeurs grossissent, le nom d'Agatha Christie se retrouve partout. Et pendant que l'Angleterre s'interroge sur son sort, Agatha Christie est en réalité vivante. Elle se trouve à Harrogate, dans le Yorkshire, à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où sa voiture a été retrouvée.
Elle séjourne dans un hôtel thermal, le Swan Hydropathic Hotel, aujourd'hui connu sous le nom d'Old Swan Hotel. Elle y est arrivée sous un autre nom, Teresa Neal. Neal, le même nom que Nancy Neal, la maîtresse de son mari. Ce détail à lui seul va suffire à nourrir le mystère pendant des décennies. Parce qu'à ce moment-là, deux lectures deviennent possibles. Soit Agatha Christie traverse une véritable crise psychologique, elle est brisée par le deuil, par la trahison, la pression, elle part sans plan clair dans un état de confusion intense et adopte inconsciemment ou partiellement le nom de la femme qui vient de détruire son mariage. Soit elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle choisit ce nom pour envoyer un message, pour humilier son mari, pour attirer l'attention sur sa liaison, pour construire une disparition qui mettrait Archibald Christie dans une position intenable. Le problème, c'est que personne ne pourra jamais trancher définitivement. Le 14 décembre, après 11 jours de recherche, Agatha Christie est enfin identifiée à Harrogate. Dans certaines versions, des musiciens de l'hôtel l'auraient reconnue. Dans d'autres, c'est le personnel ou des clients qui auraient remarqué sa ressemblance avec les portraits publiés dans la presse. Son mari est prévenu, il vient la chercher. La romancière réapparaît donc, mais elle ne livre pas l'explication attendue. La version avancée à l'époque est celle d'une perte de mémoire, une forme d'amnésie liée au choc, à l'épuisement, peut-être à un trouble dissociatif. Agatha Christie aurait été incapable de se souvenir clairement de ce qui s'était passé entre son départ de la maison et sa découverte à Harrogate. Pour une partie du public, cette explication est recevable. Elle vient de perdre sa mère, son mariage s'effondre, elle est dans un état émotionnel extrême. Une fugue dissociative, même rare, n'est pas impossible. Mais pour d'autres, cette version paraît trop commode. Parce qu'Agatha Christie n'a pas été retrouvée errante, confuse, incapable de fonctionner. Elle a pris un train, trouvé un hôtel, elle s'est installée. Elle a participé à la vie de l'établissement. Elle aurait même lu les journaux, joué du piano, discuté avec des gens. Elle s'est présentée sous un faux nom particulièrement chargé de sens. Et pendant ce temps, tout le pays la cherchait. Alors, très vite, une autre hypothèse s'installe. Celle de la mise en scène. Certains pensent qu'elle aurait voulu faire accuser son mari ou au moins le placer sous la lumière cruelle de l'opinion publique. D'autres imaginent une vengeance intime contre Archibald et sa maîtresse, d'autres encore parlent d'un coup de publicité, même si cette idée paraît assez fragile quand on connaît le caractère réservé d'Agatha Christie et le scandale que cette affaire a provoqué autour d'elle. Car il faut bien comprendre une chose, cette disparition ne lui apporte pas seulement de la célébrité, elle l'expose violemment. Elle la transforme en objet de curiosité, donne à la presse une emprise sur sa vie privée. Elle permet au public de juger sa douleur, son couple, son comportement et même sa santé mentale. Et Agatha Christie par la suite fera tout pour éviter d'en parler. Dans son autobiographie, elle ne donne pas la grande explication que tout le monde attendait. Elle ne transforme pas ses 11 jours en confession. Elle ne livre pas une version détaillée, scène par scène, de sa disparition. Elle évoque surtout une période de profonde souffrance et de maladie nerveuse. Le reste demeure volontairement flou. Ce silence est peut-être l'un des aspects les plus importants de cette affaire, parce qu'Agatha Christie était une femme qui savait raconter. Elle savait construire une intrigue, donner au lecteur juste assez d'éléments pour l'égarer, puis pour l'éclairer. Elle savait utiliser un détail minuscule pour retourner toute une histoire. Mais sur l'épisode le plus mystérieux de sa vie, elle ne donne pas la solution. Et ce refus a probablement renforcé le mythe. Après cette disparition, sa vie continue. Son mariage avec Archibald Christie finit par s'effondrer. Le divorce est prononcé. Quelques années plus tard, elle épouse l'archéologue Max Mallowan. Elle voyage, publie certains des romans policiers les plus célèbres du XXe siècle. Son œuvre devient immense. Elle crée Miss Marple, poursuit les enquêtes d'Hercule Poirot, vend des millions d'exemplaires et finit par devenir l'une des autrices les plus lues au monde. Mais derrière la reine du crime, il reste cette parenthèse impossible, ces 11 jours d'absence. 11 jours durant lesquels celle qui maîtrisait si bien les règles du mystère est devenue elle-même une énigme nationale. Et ce qui rend cette histoire si fascinante, ce n'est pas seulement le fait qu'Agatha Christie ait disparu, c'est que toutes les explications semblent à la fois possibles mais insuffisantes. La crise psychologique explique la fuite, mais pas tous les détails. La vengeance explique le choix du nom, mais pas forcément l'état dans lequel elle se trouvait. La mise en scène explique l'effet produit, mais pas le risque personnel immense qu'elle prenait. L'amnésie explique le silence, mais laisse une part d'inconfort. Peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Peut-être que ces 11 jours sont le résultat d'un effondrement réel dans lequel se sont mélangés la douleur, la colère, l'humiliation et l'instinct de disparaître, ainsi qu'une forme de lucidité fragmentée. Peut-être qu'Agatha Christie n'a pas voulu créer un mystère. Peut-être qu'elle a simplement voulu ne plus être Agatha
pendant quelques jours, ne plus être cette épouse trompée, cette mère endeuillée, une romancière attendue ou encore la femme que tout le monde regardait. Et c'est peut-être pour cela qu'elle n'a jamais vraiment expliqué, parce qu'à partir du moment où elle serait revenue sur ces 11 jours, elle aurait dû les livrer au public, les transformer en récits, les rendre lisibles, les donner à ceux qui avaient déjà fouillé sa vie comme une scène de crime. Alors elle a fait l'inverse, elle a laissé le vide, un vide au milieu d'une vie pourtant remplie de livres, de mots, d'intrigues et de révélations. Et presque un siècle plus tard, ce vide reste là, comme un chapitre manquant dans l'histoire de la femme qui, mieux que personne, savait comment refermer une enquête. Le 2 juillet 1937, un avion décolle de La Haye, en Nouvelle-Guinée. À bord, il y a 2 personnes, Amelia Earhart, l'une des aviatrices les plus célèbres du monde, et Fred Noonan, son navigateur. Leur destination est minuscule, Howland Island, une petite île perdue au milieu du Pacifique. Sur une carte, ce n'est presque rien. Un point. Une bande de terre isolée entourée par des milliers de kilomètres d'océan. Mais pour Amelia Earhart, Howland Island doit être une étape décisive. Elle est en train de tenter un tour du monde en avion. Pas un simple exploit médiatique, une traversée immense, dangereuse, extrêmement exigeante, dans une époque où l'aviation reste encore jeune, fragile, incertaine. Chaque vol long courrier demande de la précision, de l'endurance, une confiance totale dans la machine, dans ses instruments, dans les calculs, la météo, dans la radio. Et ce jour-là, tout repose sur une certitude, retrouver Howland Island. Si l'avion la trouve, Amelia Earhart continue son périple. S'il la manque, il n'y a presque rien autour, seulement le Pacifique. Amelia Earhart n'est pas une inconnue quand elle disparaît. Depuis des années, elle est devenue l'un des visages les plus célèbres de l'aviation. En 1932, elle est devenue la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire, réalisant un exploit qui la place immédiatement dans la lignée des grands pionniers de l'air. Elle bat des records, donne des conférences, écrit, pose pour les photographes et inspire des femmes qui voient en elle autre chose que d'aviatrice. Une preuve vivante qu'une femme peut occuper l'espace public autrement que dans les rôles qu'on lui assigne. Mais cette célébrité a un revers. Chaque vol devient un symbole, chaque succès est observé, chaque erreur possible serait commentée. Amelia Earhart n'a pas seulement le droit de voler, elle doit prouver qu'elle mérite de voler. Et dans les années 30, cette différence compte brutalement. Quand elle lance son projet de tour du monde, elle ne cherche pas seulement à battre une distance ou à apparaître dans les journaux. Elle veut accomplir l'un des grands exploits de son époque. Faire le tour du globe par une route proche de l'équateur, avec son Lockheed Electra, un avion moderne, puissant, mais pas invincible. Le voyage commence par une première tentative ratée à Hawaï. L'avion est endommagé, le projet est retardé. Beaucoup auraient arrêté là, mais Amelia Earhart, elle, repart. En juin 1937, elle décolle de Miami avec Fred Noonan. Étape après étape, ils traversent les continents, les mers, les territoires coloniaux, les escales difficiles. L'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, puis la Nouvelle-Guinée. À ce moment-là, ils ont déjà parcouru une immense partie du voyage. Le plus dur semble presque derrière eux. Mais l'étape entre La Haye et Howland Island est l'une des plus redoutables. Plus de 4000 km au-dessus de l'océan, des heures de vol, une île minuscule à atteindre, une marge d'erreur presque inexistante. Le 2 juillet, Amelia Earhart et Fred Noonan quittent La Haye. Leur avion emporte une lourde quantité de carburant. Ils doivent voler pendant environ 18 heures avant d'atteindre Hollande. Pour les aider, un navire américain, l'Itasca, les attend près de l'île. Il doit servir de point de repère et communiquer avec eux par radio. Sur le papier, le dispositif paraît solide, mais dans les airs, les choses se compliquent. Les communications radio sont difficiles. L'Itasca reçoit plusieurs messages d'Amelia Earhart, mais les échanges sont imparfaits. Elle entend parfois le navire, parfois non. Le navire l'entend, mais n'arrive pas toujours à lui transmettre les informations dont elle a besoin. Les questions de fréquence, de direction radio, de réception et d'horaire deviennent vitales. Et plus l'avion approche de sa destination théorique, plus l'inquiétude augmente. Amelia Earhart signale qu'elle devrait être près de Hollande. Elle demande des relèvements. Elle veut savoir où elle se trouve exactement. Mais l'avion ne voit pas l'île. Et dans cette région du Pacifique, ne pas voir l'île au bon moment signifie peut-être l'avoir déjà dépassée ou être à quelques dizaines de kilomètres d'elle, ce qui suffit à la rendre invisible. Imaginez la situation. Des heures de vol derrière vous, le carburant qui diminue, un océan uniforme sous l'appareil, une île quelque part mais impossible à repérer, un navire qui vous entend mais dont les réponses ne vous guident pas assez. Et à bord, 2 personnes qui savent que chaque minute les rapproche d'un point de non-retour. Le dernier message largement retenu arrive au matin, près de Hollande. Amelia Earhart indique qu'ils sont sur une ligne de position
157 337 et qu'ils vont courir vers le nord et le sud. Ce message signifie probablement qu'ils pensent être sur une ligne passant par l'île, mais qu'ils ne savent pas de quel côté chercher. Après cela, l'Itasca ne reçoit plus rien d'utile. À 8h43, ce dernier message devient le dernier contact clair avec l'avion. Puis plus rien, le silence. Pas d'atterrissage, pas de fumée aperçue, aucun avion dans le ciel, aucun message permettant de dire « Nous sommes ici ». Amelia Earhart et Fred Noonan viennent de disparaître. Très vite, les recherches commencent. Le gouvernement américain mobilise d'importants moyens. Des navires, des avions, des équipes entières fouillent une zone immense. Le président Roosevelt ordonne une recherche aérienne et maritime considérable. Pendant des jours, on scrute l'océan, on inspecte des îles, on suit des signaux possibles. On espère encore qu'ils ont pu amérir, survivre, rejoindre un récif, envoyer un message. Mais le Pacifique ne donne rien. Pas de débris identifiés avec certitude, aucun corps, pas de traces incontestables du Lockheed Electra, aucune preuve finale. Le 19 juillet 1937, après une recherche massive, Amelia Earhart et Fred Noonan sont déclarés perdus en mer. Et c'est là que commence réellement le mystère. Parce qu'une disparition en mer peut avoir une explication simple. L'avion a manqué Hollande. Il a fini par tomber à court de carburant, puis il s'est abîmé dans l'océan. C'est l'hypothèse la plus sobre, directe, celle qui reste encore aujourd'hui la plus largement admise. Mais l'absence de preuves matérielles définitives a laissé un espace immense, et cet espace, depuis 1937, n'a jamais cessé d'être rempli. Certains pensent que l'avion ne s'est pas écrasé immédiatement dans l'océan, mais qu'il aurait atteint une autre île ou un récif. Une hypothèse souvent évoquée concerne Nikumaroro, autrefois appelé Gardner Island. Selon cette idée, Amelia Earhart et Fred Noonan auraient pu atterrir ou s'échouer sur ce récif, puis survivre quelque temps comme naufragés. Des recherches y ont été menées pendant des années avec des objets, des fragments et des indices discutés. Mais rien n'a jamais permis de prouver définitivement que l'aviatrice et son navigateur y avaient terminé leur voyage. D'autres hypothèses vont beaucoup plus loin. Amelia Earhart aurait été capturée par les Japonais. Elle aurait été prise pour une espionne, aurait survécu sous une autre identité et aurait été impliquée malgré elle dans des tensions militaires qui précèdent la guerre du Pacifique. Ces récits ont alimenté des livres, des documentaires, même des spéculations, et parfois des théories très séduisantes pour le public, mais là encore, le problème reste le même. Les preuves solides manquent toujours. Et dans cette affaire, c'est peut-être ce manque qui explique tout. Car si l'on retrouvait un jour l'avion, dans une zone précise, à une profondeur identifiable avec des éléments incontestables, une grande partie du mystère s'effondrerait. On pourrait reconstituer la trajectoire, comprendre la panne, l'erreur, la dernière décision, donner une fin technique à une histoire devenue presque mythologique. Mais tant que l'avion reste introuvable, Amelia Earhart n'est pas seulement morte dans un accident, elle reste suspendue. Quelque part entre histoire de l'aviation, légende américaine et énigme non résolue. Et ce qui fascine dans cette disparition, ce n'est pas seulement qu'une femme célèbre ait disparu, c'est que sa disparition semble correspondre exactement à ce qu'elle représentait. Le franchissement des limites. Amelia Earhart avait passé sa vie à aller là où l'on disait qu'une femme ne devait pas aller. Dans les airs, au-dessus de l'Atlantique, dans les records, dans la presse, dans l'imaginaire d'un pays qui découvrait encore ce que l'aviation pouvait permettre. Et puis, au dernier moment, alors qu'elle était proche de réaliser l'un des plus grands exploits de son existence, elle disparaît dans l'un des endroits les plus difficiles à fouiller de la planète, avec quelques messages radiofragmentaires, une position incertaine et surtout un océan immense. Cette absence a transformé Amelia Earhart en quelque chose de plus vaste qu'une aviatrice. Elle est devenue un symbole de courage et d'indépendance, d'audace poussée jusqu'au risque fatal, et pour d'autres encore, une victime d'erreurs techniques, de mauvaise préparation, de circonstances défavorables et d'un environnement impitoyable. Mais au fond, ce qui rend son histoire aussi puissante, c'est qu'elle résiste à toute conclusion. On peut expliquer rationnellement ce qui s'est probablement passé. On peut se dire que le carburant a fini par manquer, que l'avion s'est perdu près de Hollande et que le Pacifique a simplement englouti l'appareil. Mais on ne peut pas, encore en tout cas, montrer l'endroit exact, dire avec certitude « c'est ici ». On ne peut pas refermer ce dossier, cette histoire, avec une preuve irréfutable. Alors, Amelia Earhart continue d'exister dans ce vide. Une femme partie pour boucler le tour du monde, qui voulait tracer sa propre ligne autour de la planète et qui a disparu avant de pouvoir refermer sa boucle. Dans l'histoire d'Agatha Christie, le mystère tenait à 11 jours de silence. Dans celle d'Amelia Earhart, il tient à quelques minutes de radio, à une île introuvable et à un océan qui n'a jamais rendu ce qu'il avait pris.
Le 15 octobre 1917, à l'aube, une femme est conduite devant un peloton d'exécution près du château de Vincennes. Elle a 41 ans. Quelques mois plus tôt, elle était encore connue dans les salons, les hôtels, les théâtres et les cercles militaires d'Europe sous un nom devenu presque hypnotique, Mata Hari. Mais ce nom n'est pas celui avec lequel elle est née. Son vrai nom est Margaretha Gertrude Hazel. Elle vient des Pays-Bas. Elle n'est pas française et elle n'est pas allemande. Elle n'est pas, au départ, une figure de guerre ou de renseignement. Elle est une femme qui a passé une partie de sa vie à se réinventer, parfois par nécessité, parfois par ambition, parfois pour survivre dans un monde où une femme seule, divorcée et visible, libre dans ses relations et dans son image, devenait très vite suspecte. Avant de devenir Mata Hari, Margaretha Hazel a connu une jeunesse instable. Son père, autrefois prospère, connaît des difficultés financières. Sa famille se défait. Très jeune, elle cherche une issue. À 18 ans, elle répond à une annonce matrimoniale et épouse Rudolf MacLeod, un officier de l'armée coloniale néerlandaise beaucoup plus âgé qu'elle. Le mariage l'emmène loin de l'Europe, dans les zones orientales néerlandaises, l'actuelle Indonésie. Là-bas, sa vie ne devient pas le roman exotique qu'elle racontera plus tard. Le mariage est dur, les tensions sont nombreuses. Le couple a des enfants, mais la famille traverse aussi un drame terrible. Leur fils meurt en bas âge. Les versions ont varié sur les circonstances exactes entre maladie, empoisonnement supposé ou complications liées à l'état de santé des parents, mais ce qui est certain, c'est que Margaretha revient de cette période brisée, séparée de son mari, puis privée de la stabilité familiale qu'elle avait peut-être cherchée. Quand elle arrive à Paris au début du XXe siècle, elle n'a pas encore de légende. Elle doit la fabriquer et c'est ce qu'elle fait. Margaretha Hazel devient Mata Hari. Elle se présente comme une danseuse venue d'un monde lointain, initiée à des rites orientaux, héritière d'une culture mystérieuse. Son personnage mélange souvenirs réels de son passage en Asie, inventions, fantasmes européens et mise en scène soigneusement travaillée. Dans le Paris de la Belle Époque, ce genre de récit fascine. Le public veut de l'exotisme, du mystère. Il veut croire qu'une femme peut apparaître sur scène comme une apparition venue d'ailleurs. Mata Hari comprend ce désir, alors elle s'y engouffre. Elle danse, elle pose, elle fréquente les milieux riches, elle devient une figure connue, désirée et commentée. Elle séduit des hommes influents, des officiers, des diplomates, des aristocrates. Sa vie mondaine devient une forme de pouvoir, mais aussi une vulnérabilité, car ce qui pouvait sembler scandaleux avant la guerre devient dangereux pendant la guerre. En 1914, l'Europe bascule dans le conflit. Les frontières se ferment, les armées s'affrontent, les services de renseignement surveillent, les rumeurs d'espionnage se multiplient, la peur des traîtres devient une obsession. Chaque déplacement attire l'attention, chaque relation devient une possible compromission. Et Mata Hari, à cause de ce qu'elle est, coche toutes les cases du soupçon. Elle est étrangère, née dans un pays neutre, elle voyage beaucoup, connaît des officiers, a des amants dans plusieurs pays, elle sait parler plusieurs langues, vit dans des hôtels, et elle n'a pas le comportement que l'on attend d'une femme respectable de son époque. Dans un monde en paix, cela aurait fait d'elle une femme sulfureuse. Dans un monde en guerre, cela suffit à faire d'elle une espionne potentielle. Le paradoxe, c'est que Mata Hari n'est pas une grande stratège de l'ombre. Elle ne correspond pas vraiment à l'image d'un agent secret froid, méthodique, formé pour voler des documents et transmettre des plans militaires. Sa vie est au contraire extrêmement visible. Elle attire les regards, elle parle, elle se montre, elle circule dans des lieux où l'on retient son nom. Mais c'est justement cette visibilité qui va nourrir sa légende. En 1916, elle est approchée par les services français. À ce moment-là, elle entretient une relation avec Vadim Maslov, un jeune officier russe engagé aux côtés de la France. Il est blessé au front et Mata Hari veut obtenir l'autorisation de le voir. Dans ce contexte, le renseignement français s'intéresse à elle. Elle pourrait voyager, approcher certains hommes, obtenir des informations. Elle accepte de collaborer, au moins en apparence. Mais cette collaboration se déroule dans un climat trouble. Les Allemands, eux aussi, semblent l'avoir liée à leur réseau, ou du moins avoir tenté de l'utiliser. Le nom de code H21 apparaît dans les communications allemandes. Les Français interceptent des messages, et l'un de ces messages semble désigner Mata Hari comme agent allemand. Pour les autorités françaises, le dossier devient explosif. Nous sommes en 1917. La France est épuisée par la guerre. Le front occidental a broyé des centaines de milliers d'hommes. L'offensive du chemin des dames, lancée au printemps, a tourné au désastre. Les mutineries se multiplient dans l'armée française, le moral est fragile. Le pays a besoin de reprendre le contrôle du récit. Dans ce contexte, une espionne étrangère, célèbre, séduisante, liée à des officiers, apparaît comme une cible idéale. Le 13 février 1917, Mata Hari est arrêtée à Paris dans un grand hôtel. Elle est interrogée, emprisonnée, accusée d'espionnage pour l'Allemagne. Les autorités françaises lui attribuent une responsabilité immense. Des informations transmises à l'ennemi auraient causé la mort de dizaines de milliers de soldats français. Il est important de rappeler aussi que les autorités l'ont notamment rendu responsable d'activités d'espionnage supposées ayant coûté la vie jusqu'à 50 000 soldats français,
sans preuve solide pour soutenir cette accusation précise. Ce chiffre est terrible, mais c'est aussi un chiffre extrêmement commode parce qu'il donne un visage à la catastrophe. Il transforme des défaites militaires complexes en trahison individuelle. Il permet de dire, si des hommes sont morts, c'est parce qu'une femme a vendu la France. Son procès a lieu en juillet 1917 devant un tribunal militaire. Il se déroule dans un climat pesant, loin d'un débat public transparent. Mata Hari est condamné à mort le 25 juillet 1917, puis exécuté 3 mois plus tard, le 15 octobre. La question centrale, plus d'un siècle après, n'est pas de savoir si Mata Hari a été totalement innocente dans tous ses contacts. Elle a probablement été imprudente, elle a probablement accepté de l'argent, joué avec des services qui la dépassaient et peut-être transmis des informations. Mais la vraie question est ailleurs. Était-elle vraiment l'espionne redoutable décrite par ses juges? A-t-elle réellement livré des secrets capables de changer le cours de la guerre? A-t-elle causé la mort de milliers de soldats ou a-t-elle été transformée en symbole parce que la France de 1917 avait besoin d'une coupable spectaculaire? C'est là que son histoire devient une énigme. Les historiens ont largement remis en cause l'image de Mata Hari comme une grande espionne. Plusieurs travaux soulignent que les preuves contre elle étaient fragiles, que les informations qu'elle aurait pu transmettre n'étaient pas nécessairement stratégiques et que son importance réelle a probablement été exagérée. Elle aurait plutôt été une sorte de bouc émissaire dans une France traumatisée par la guerre. Et ce qui a condamné Mata Hari, ce n'est peut-être pas seulement ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle représentait, une femme divorcée, étrangère, une danseuse ou une courtisane qui fréquentait des officiers et qui avait bâti sa vie sur le regard des autres. Une femme qui ne rentrait dans aucune case respectable. Pour ses accusateurs, son image suffisait presque à faire d'elle une traîtresse crédible. Dans une époque obsédée par la moralité féminine, Mata Hari avait déjà été jugée avant d'entrer dans la salle d'audience. Sa sexualité devenait une preuve, ses voyages devenaient une preuve, son art, ses mensonges de scène devenaient une preuve de duplicité. Le personnage qu'elle avait inventé pour survivre à Paris se retournait contre elle. Et c'est peut-être cela le point le plus tragique de cette histoire. Mata Hari a créé un masque pour exister, mais au moment de son procès, ce masque l'a dévoré. Les hommes qui l'interrogent ne voient plus Margaret Hazel, une femme néerlandaise passée par un mariage violent, des deuils, l'exil, la scène, les hôtels et les liaisons dangereuses. Ils voient Mata Hari, la danseuse orientale, la femme fatale, l'étrangère sensuelle, l'espionne parfaite pour les journaux. Et une fois ce rôle posé sur elle, il devient presque impossible de s'en débarrasser. Au matin du 15 octobre 1917, elle est donc conduite devant les soldats chargés de l'exécuter. Les récits de ces derniers instants ont eux-mêmes nourri la légende. Certains affirment qu'elle a refusé le bandeau, d'autres qu'elle a regardé le peloton sans trembler, d'autres encore qu'elle aurait envoyé un baiser aux soldats avant les tirs. Il est difficile de séparer la scène réelle de la construction mythologique qui l'a suivie, mais le résultat à lui est certain. Margaret Hazel meurt ce matin-là. Mata Hari, elle, commence une autre existence. Une existence de fantasmes, de films, de romans, d'affiches, d'images figées. On la présente comme la plus grande espionne de son temps. La femme capable de faire tomber des armées par séduction, l'archétype de la femme fatale. Son nom devient presque un mot commun. Il suffit de dire Mata Hari pour évoquer le danger, le charme, le mensonge, la trahison. Mais cette légende dit peut-être moins la vérité sur elle que sur ceux qui l'ont racontée, car une grande espionne laisse parfois des traces précises, des documents volés, des réseaux identifiés, des opérations liées à ces informations. Dans le cas de Mata Hari, ce que l'on trouve surtout, c'est autre chose. Des accusations énormes, des preuves discutées, une époque en panique et un procès militaire d'une femme déjà condamnée par sa réputation. Pour conclure avec une exécution qui arrangeait beaucoup de monde. Aujourd'hui encore, Mata Hari reste difficile à classer. Elle n'était sans doute pas totalement naïve, elle n'était probablement pas totalement innocente, mais elle n'était peut-être pas non plus le monstre d'espionnage que l'histoire populaire a retenu. Elle a vécu dans un monde où les hommes de pouvoir utilisaient les femmes comme source, comme messagère, comme distraction, comme coupable ou comme symbole. Elle a cru pouvoir jouer avec ses codes, elle a cru que son charme, sa mobilité, son intelligence sociale et son personnage pouvaient lui ouvrir les portes d'une Europe en guerre. Mais la guerre ne pardonne pas les ambiguïtés, surtout quand elles appartiennent à une femme. Et c'est pour cela que l'histoire de Mata Hari fascine encore, non pas parce qu'elle serait nécessairement la plus grande espionne du XXe siècle, mais parce qu'on ne sait toujours pas exactement où finit la faute réelle et où commence le mythe fabriqué autour d'elle. Elle voulait contrôler son image, être regardée, devenir quelqu'un d'autre que Margaret Hazel. Et finalement, c'est l'image qui a survécu, pas forcément la femme. Ici, le mystère est différent. Ce n'est pas seulement ce qu'elle a fait qui reste flou, c'est ce que l'histoire a décidé de faire d'elle. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo parce que j'ai pu apprendre plein de choses. Ça, c'est toujours le grand plaisir que je prends quand je fais
des vidéos un peu sur de l'histoire, sur des mystères. J'espère que vous aussi vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi quelle histoire, quelle femme vous a le plus intrigué. Et dites-moi aussi d'ailleurs pourquoi. Je suis assez curieux de connaître le fond de votre pensée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi, encore une fois je le répète, sur Instagram que je vous affiche juste ici. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!